Mesdames et messieurs, bon après-midi à vous tous. Merci si vous nous rejoignez pour cette édition de 15 h. Voici nos titres. L'Union européenne, la FAO et le ministère de l'Agriculture font le bilan de la première année de l'initiative Char Système Pastoraux. Et à l'étranger, la France annonce qu'elle mènera des frappes aériennes contre Daesh dans les prochaines semaines. Merci si vous nous rejoignez pour cette édition. Résilience des populations agro-pastorales, l'Union européenne, la FAO et le ministère de l'Agriculture font le bilan de la première année de l'initiative Char Système Pastoraux. L'atelier de travail a réuni au Palais du Peuple le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awali, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, et la représentante résidente de la FAO, Mme Emmanuelle Guerneblich. Le projet Char Système Pastoraux est financé par l'Union européenne à hauteur de 5,9 millions d'euros, soit 1,4 milliard de francs Djibouti. Son objectif est de sécuriser le système pastoraux à Djibouti en améliorant la résistance et les moyens d'adaptation des populations rurales aux nouveaux défis liés au changement climatique et à d'autres transformations structurelles de leurs conditions de vie et de production. Il travaille à accroître les moyens et le savoir-faire des personnes les plus vulnérables, à renforcer la résilience en appuyant les activités de production agricole et pastorale, tout comme l'irrigation, mais aussi à soutenir les services publics afin qu'ils soient capables de réagir et de gérer les situations de crise dès qu'elles apparaissent. La représentante de FAO, Mme Emmanuelle Guerneblich, a quant à elle insisté sur l'importance de ce projet appelé Char Système Pastoraux. On l'écoute. Ce projet qui identifie et cible spécifiquement le soutien aux populations les plus vulnérables de point de vue de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte actuel concentre ses efforts autour de l'élevage et l'édification de la résilience du mode de vie pastoral qui se trouve aujourd'hui menacé dans son existence même. De ce fait, il est essentiel que le soutien à l'élevage pastoral occupe une place prioritaire dans le développement économique et social du pays, car il offre un potentiel important à développer et à révéler, bien que les contraintes identifiées pour le développement du secteur soient nombreuses. Et c'est en réponse à ces contraintes, parmi lesquelles figurent notamment les sécheresses récurrentes, l'augmentation de la pression sur les ressources naturelles, la faible capacité des services de santé et de production animale à répondre aux besoins des éleveurs, ainsi qu'une faible présence du secteur privé dans la filière de l'élevage. C'est au tour du ministre de l'Agriculture, de l'eau et de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awali, de prendre la parole. Il a ainsi déclaré que l'engagement du gouvernement à travers cet important projet est d'apporter une réponse durable aux difficultés des communautés agro-pastorales. Le ministre Mohamed Ahmed Awali. Je suis heureux d'être parmi vous à l'occasion de cette importante réunion pour marquer les premiers résultats visibles à l'œil nu du projet CHAR. Ce projet intitulé Projet de sécurisation des systèmes pastoraux ou projet de corridors pastoraux ou projet de projet CHAR ou de couloirs transhumants. Mais qui dit corridors pastoraux, couloirs transhumants, dit aussi couloirs transhumants épousant les bassins hydrographiques de la République de Djibouti. Parce que ces couloirs transhumants épousent la plaine côtière jusqu'à la montagne au rythme de saison en général. Je vois déjà en lisant ce petit résumé qu'il y a des études topographiques détaillées, une analyse hydrogéologique qui ont été déjà faites sur le barrage de Sadaï au bassin versant pour comprendre le bassin. C'est indispensable pour créer des activités aussi bien à l'amont qu'à l'aval. Je vois aussi des puits. Les puits sont indispensables. À l'amont, je suis persuadé qu'ils vont faire des micro-barrages pour recharger la nappe. Je vois également des citernes enterrées pour collecter les peu de ruissellement qui coulent une fois qu'il y a une petite crue pour les campements nomades, parce que l'eau est indispensable pour l'organisme. C'est quelque chose de vital pour l'homme.
Dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, l'UNFD, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé aujourd'hui une réunion de formation au profit des responsables du comité de gestion communautaire. La mobilisation était importante aujourd'hui parmi les hautes personnalités et le cadre de l'UNFD et de l'UNICEF lors de la réunion d'information au profit des élus locaux de la capitale et des régions. À travers cette importante rencontre, l'UNFD visait un objectif ambitieux, former les responsables du comité de gestion communautaire. La séance a démarré par des mots de bienvenue prononcés par la représentante de l'UNICEF, Mme Roukia Ali Jama, qui a monté au créneau afin de développer dans des grandes lignes le rôle que jouent les responsables du comité de gestion communautaire. Renforcer et de les motiver. L'équipe chargée de les encadrer donc, ne ménageront aucun effort pour les aider quotidiennement et les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. La journée internationale de la protection de la couche d'ozone a été célébrée aujourd'hui, 16 septembre, à Djibouti. C'est sous l'égide du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Une journée patronnée par le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim, et le partenariat du coordinateur des activités du système des Nations Unies. Il s'agit de faire tour d'horizon pour promouvoir les actions concrètes de protection et préservation de notre couche d'ozone, bouclier naturel, protection de la vie sur notre terre. Était présent, outre le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, Mme Zahra Youssouf Rayad, secrétaire d'État à la Solidarité nationale, le coordinateur par intérim des activités du système des Nations Unies, les représentants des organisations internationales. Pour plus de précision, écoutons un extrait du discours du coordinateur des activités du système des Nations Unies. Fluorocarbone, CFC, nous avions provoqué l'apparition d'un trou dans la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets nuisibles du soleil. Nous y avons remédié. Il y a 30 ans, la communauté internationale a signé la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. Dans le cadre du protocole de Montréal, elle a unanimement décidé de renoncer à produire et à consommer les CFC et autres substances appauvrissant la couche d'ozone. Dans son discours d'ouverture prononcé à cette occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone célébrée aujourd'hui à Djibouti, le ministre Mohamed Moussa Ibrahim Balala a insisté sur la nécessité de préserver cette couche vitale de 3 mm qui est la seule protection contre les rayons ultraviolets et donc la vie sur Terre. On l'écoute. Tout indique que 2015 est une année cruciale pour l'action mondiale et régionale pour l'environnement et le développement durable. En effet, différentes conférences militant en faveur de la protection de notre planète sont à l'ordre du jour dans les mois à venir. Nous pouvons citer, entre autres, le sommet spécial sur le développement durable prévu à la fin de ce mois à New York. Sur l'après 2015, ainsi la vie sur notre planète. De ce fait, sa protection nécessite des actions communes visant à la préserver de tout facteur d'altération, en particulier les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone. Pour faire face à l'érosion de la couche d'ozone, les nations du monde ont adopté des instruments juridiques, jalons importants dans la protection de la couche d'ozone. Il s'agit de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone adoptée en 1985 et le protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone adopté en 1987. La République de Djibouti a ratifié ces deux traités en 1990.
Et sport à présent. Dans le cadre de l'organisation des Jeux nationaux de la jeunesse, le comité d'organisation a procédé au tirage au sort interquartier de différentes disciplines sportives de la commune de Boulaous et Razdika ce mercredi 16 septembre au stade Goulet en présence de 26 quartiers de 2 communes. Ont participé à cette cérémonie les personnalités suivantes: le secrétaire général du Jeux nationaux de la jeunesse, le représentant de la commune de Boulaous, le représentant de la commune de Razdika, la présidente de la commission de football féminine, le membre de la comité d'organisation. La commune de Boulaous, plus de 60 équipes vont s'affronter les disciplines football, handball, basketball et volleyball en vue de présenter la commune dans chacune des disciplines. S'agissant de la commune de Razdika, la seconde phase mobilisera une vingtaine d'équipes. Après le tirage au sort, les représentants des équipes ont été conviés par le comité d'organisation de jeux à formuler leurs questions. L'inspecteur général Aïdrous Hussein a répondu aux différentes interrogations. Enfin, le comité d'organisation de jeux a transmis aux leaders les félicitations les plus sincères au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, qui se réjouit de la bonne organisation de la première phase, souhaitant également de poursuivre les activités entamées. Toujours dans l'actualité nationale, à Obok à présent, la branche du Croissant Rouge d'Obok a organisé hier après-midi une séance d'information et de sensibilisation dédiée à l'apport ou l'octroi des premiers secours. Apprendre le geste qui sauve, c'est sous ce thème qu'a été organisée cette séance. Une trentaine de bénévoles et volontaires ont profité. Outre les aspects théoriques de démonstration sur le premier secours, et les gestes qui comptent pour sauver des vies ont été exécutés. Des personnes aguerries et formées en la matière ont effectué ces démonstrations. Dans son mot de clôture, Mme Fatouma Ali Humed, présidente de la branche, n'a pas manqué de féliciter les participants pour leur esprit de bénévolat et a tenu à rappeler que les activités menées par la branche dans le camp Al-Markazi au profit de réfugiés yéménites notamment sont hautement appréciées par les autorités de la région d'Obok. En effet, une vingtaine de volontaires sont mobilisés en permanence dans les camps afin d'apporter assistance aux familles yéménites. Les bons comportements à avoir en matière de propriété et de promotion de l'hygiène ont été présentés. Markazi au profit des réfugiés yéménites sont hautement appréciés par les autorités du pays. Je vous demande de continuer ces efforts et vous tenir mobilisés. Encore une fois, un grand bravo aux volontaires et surtout au coordinateur, M. Mohamed Ahmed. Je déclare close la journée des célébrations. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est l'heure de la prière à l'Asri. Mercredi est aussi en direction à Tajoura. La rentrée scolaire pour l'année 2015-2016 s'est déroulée dans d'excellentes conditions sur tout le territoire national. À l'instar du reste du pays, les élèves de la région de Tajoura se sont dirigés vers leur établissement scolaire respectif. En effet, ce sont quelques 1223 élèves de l'enseignement moyen et secondaire qui ont repris le cours dans le chef-lieu de la région de Tajoura. Et s'agissant des localités de la région de Tajoura, notamment le collège de Randa, de Adelou, de Daï, de Dora et de Segelou, ce sont au total 526 élèves qui étaient attendus pour cette rentrée. Le lycée industriel et commercial de Tajoura a accueilli 200 élèves alors que le lycée général compte en son sein 200 élèves. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, une importante délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est rendue dans les différents établissements pour s'enquérir du bon déroulement de la rentrée. Cette délégation a été conduite par le préfet adjoint de la région de Tajoura, Omar Diama, ainsi que le président du conseil régional, Hassan Hussein. Une école fondamentale avec une classe de 6e et une classe de 7e. Les élèves de 6e sont au nombre de 41. Vu la forte demande des parents d'élèves, ainsi que la demande du préfet et du conseil régional de Tajoura qui ont demandé depuis un certain temps, nous avons donc ouvert 2 classes, dont 41 élèves en classe de 6e, comme je viens de dire, mais également nous avons fait venir des élèves de Segalou qui étaient en classe de 7e. Ils sont au nombre de 25. Comme vous pouvez le voir sur les images, les élèves sont tous là, les enseignants affectés sont tous présents et on ne peut que leur souhaiter une bonne année.
Toujours à Tadjoura, où l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement a mené hier des opérations de ramassage des ordures devant les plages et le lieu de commerce. L'association aurait ainsi ses engagements à donner à Tadjoura-Ville un aspect propre et à protéger l'environnement urbain. Elle continue sans relâche ses activités de nettoyage partout dans la ville blanche. Ces actions sont menées au quotidien et avec leurs propres moyens de l'association et la grande volonté de ses adhérents et bénévoles. L'association a mis en place des comités en charge de la tâche dans les 20 quartiers respectifs de la ville blanche. Des séances de sensibilisation sur la propriété, le cadre de vie et la protection de l'environnement sont également organisées régulièrement. La présidente de l'association, Mme Medina Salah, a expliqué que ces activités de la protection de l'environnement, plus précisément le ramassage des ordures, se déroulent dans de bonnes conditions grâce à l'appui reçu dans l'octroi d'une camionnette pour le transport des ordures. Journée de sensibilisation, de nettoyage de quartier et surtout de notre plage Tadjoura. Enfin, je dirais bien à toute la population tadjourienne, surtout les commerçants, de soutenir ces femmes qui ont fait un effort si élargi. Merci. Restons à Tadjoura. Après la période de maintenance et entretien, le ferry-bois de Mohamed Burhan Qassim a repris du service. Le ferry-bois reprend son périple en reliant le nord du pays, la capitale. Améri temporairement pour être entretenu pendant les vacances d'été, ces ferry-bois fait le bonheur des habitants du nord du pays où ces habitants se déplacent à moindre coût. Pour un poids de 131 tonnes et pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes par navette, ces ferries est un don offert en 2009 par le gouvernement japonais au gouvernement djiboutien. Le préfet de la région de Tadjoura a rappelé à cette occasion que la reprise des activités des ferries tombe à point nommé en cette période de rentrée scolaire où le flux de passagers ne cesse de s'accroître. De son côté, le capitaine du ferry-bois a rappelé toutefois la population qui voyage au port du ferry de faire preuve de civisme et de sauvegarder ses biens qui appartiennent à tout le monde. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2015-2016, suite aux élèves de l'enseignement de base, les élèves du collège, lycée et lycée d'enseignement professionnel de la région d'Ali-Sévier ont repris tôt hier matin le chemin de l'école dans la joie et la sérénité. Au total, 3696 élèves collégiens et lycéens de la ville Assedjouk et les localités de la région ont repris leur classe hier matin. Ainsi, les responsables des établissements et professeurs étaient présents pour accueillir les élèves. Le préfet de la région d'Ali-Sévier, Mohamed Abri Assoui, accompagné par le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, ont effectué hier une tournée d'inspection dans les principaux établissements scolaires de la ville d'Ali-Sévier afin de veiller personnellement au bon déroulement de cette rentrée scolaire. Dans une interview accordée, l'inspecteur de la région, Mohamed Adan Agli, nous a indiqué que la rentrée scolaire s'est déroulée dans la meilleure condition cette année. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la mort de Abdelkader Barkhad Mohamed, survenu à l'hôpital de Dubaï hier dans l'après-midi. Né à Seguida, au lieu dit de Hara Leguera, le défunt avait commencé ses études à Seguida, puis il a poursuivi ses études à Addis Abeba, pour ensuite partir en Égypte où il va diplômer de cette université. Par la suite, le défunt va s'engager dans l'armée avec une formation académique en Syrie. Abdelkader a occupé plusieurs postes à responsabilité. Il fut le directeur du port d'Assab, puis commandant Harreitou. Il a même mené plusieurs actions en faveur de l'éducation et l'intégration des affaires dans la sphère socio-éducative de l'Éthiopie. Il a été membre du Parlement éthiopien. Il a occupé aussi au sein du gouvernement local de la région Afar le poste de ministre de développement rural et juridique. Le défunt était connu pour tout et apprécié de tous ses enfants. Occupe tous des postes clés au sein du gouvernement central actuel éthiopien. L'un, M. Amin Abdelkader, est ministre fédéral de la culture et l'autre, Hassan Abdelkader, est ambassadeur d'Éthiopie au Sénégal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous avons le regret aussi de vous annoncer le décès survenu hier à Makkah, au Yémen, du feu Madame Nim'a Ali Hadrouch, la défunte née en 1935 était une femme très respectée dans le milieu yéménite et djiboutien.
La défunte Nim'a Ali Atrouche était la mère du grand artiste djiboutien et présidente du groupe Al-Ghassali, Nahari Al-Ahmed. Elle a laissé derrière elle 10 enfants et une centaine de petits-enfants.